Puis-je chanter pour un peu de nourriture ?» demanda le pauvre garçon au rocker. Quand il a chanté, tout a basculé. La phrase est tombée comme une pierre dans la nuit. Personne ne l'attendait, personne ne l'avait entendu arriver. Sur la grande scène du festival, les amplis lâchaient leur dernière vague de son, les projecteurs balayaient la foule en oscillant, et quelque part dans la cohue, un garçon aux doigts maigres s'avança, tenant contre lui une vieille guitare dont le vernis portait plus de vieilles cicatrices que de reflets. Il avait la voix basse, presque inaudible, mais il n'avait pas demandé à paraître. Il avait demandé à chanter pour un bol, pour un morceau de pain, pour l'espoir minuscule de manger, après une journée passée à survivre aux marges. Tout avait commencé bien avant cette supplique. Le festival était censé être la consécration. Cyclos de Vento, groupe local consolidé par des années de scène dans des bars enfumés et des salles trop petites, devait enfin atteindre un public qui dépasserait la ville. Ferreira, la voix centrale, était l'âme de cette bande. Sa présence sur scène était une promesse, son timbre, une signature. À ses côtés, Giulia frappait ses fûts comme si elle frappait le temps lui-même. Joao maintenait la base avec une patience solide et Renato, lead guitare, déployait sa technique comme une bannière. Mais il y avait des fissures invisibles. La réussite, pour certains, rapproche, pour d'autres, elle aiguise la jalousie. Renato souffrait dans l'ombre d'un désir plus profond que la simple envie. Il voulait être reconnu, être celui qu'on acclamerait, être, à ses yeux, enfin, le moteur. Les applaudissements qu'il récoltait semblaient toujours voler, jamais assez chauds. Il se sentait trahi par la hiérarchie du groupe, par le destin et par les regards, et la rancœur montait comme une tension électrique prête à brûler les ponts. Pendant ce temps, dans les coulisses, entre caisses à instruments et cordes de secours, il y avait une autre vie parallèle, faite de silence, de petites habitudes et d'une musique intime. Mario connaissait ces recoins mieux que personne. Il avait appris à reconnaître le son des pas, le rythme d'une tournée, la manière dont on range une guitare pour la protéger plus qu'on ne protège un portefeuille. Il l'appelait parfois le rat du rock, parce qu'il se glissait dans les ombres des scènes et vivait de restes et de générosité. Il dormait contre un mur sous la protection des gratte-ciels d'acier et de tissu, la nuit bercée par l'écho lointain de répétitions, et la journée, il apprenait à écouter chaque note comme si elle contenait une instruction de survie. Emmanuel tenait la boutique d'instruments au coin d'une rue étroite, un endroit où le bois sentait encore l'huile de luthier et où les guitares anciennes avaient retrouvé une seconde vie. C'est dans cette boutique que Mario avait trouvé, ou plutôt reçu, la vieille guitare qui était désormais sa presque seule richesse. Emmanuel ne posait pas beaucoup de questions. Il voyait un gamin réparer les cordes avec des lacets et accorder à l'oreille avec une concentration d'artisan. Et il offrit la guitare comme on offre une chance. Il lui dit « Si la musique te tient, prends-la, traite-la bien. » Et pendant des mois, Mario lui donnait la musique en échange d'un peu de pain et d'un coin sec pour dormir. Bella, elle, était une corde aussi, discrète mais essentielle à son existence. Elle avait le même âge que lui, des yeux vifs et une loyauté têtue. Ils se protégeaient l'un l'autre comme on partage brièvement une couverture dans le froid. Bella connaissait la voix de Mario avant de connaître son nom. Elle l'avait entendu fredonner près des stations d'évacuation, sur des caisses, à la fraîcheur des matins incertains. Elle le poussait à croire qu'il méritait mieux que la marge, qu'il n'était pas seulement un spectateur de la vie des autres. Ce soir-là, quand tout le monde était arrivé au festival, le chaos fit son entrée en douceur. Un cordon de sécurité, journalistes à la recherche d'une accroche, bénévoles épuisés et des techniciens qui couraient pour sauver un mélange de lumière capricieuse. On sentait l'odeur de hot dogs, de bière bon marché et de promesses. La foule vibrait comme une seule créature, impatiente de voir un groupe qui, jusqu'alors, avait joué pour des poitrines moins nombreuses. Puis le premier incident éclata sans lyrisme. Ferreira chancela. D'abord une hésitation, puis un appui manqué sur sa jambe, et enfin il tomba, tenant sa poitrine comme si le son lui avait brûlé l'intérieur. Les musiciens ralentirent, les notes se cassèrent, le public murmura. On l'emporta en coulisses, entre panique et incompréhension. Le leader des Cyclos du Vento, la figure presque inattaquable, avait perdu son souffle. Le médecin de garde accourut. Sous l'allure blafarde des régies, on découvrit une réaction allergique sévère. Une petite poussière, inoffensive pour beaucoup, avait touché les mauvais tissus de son corps. Une vie suspendue à un spray salvateur. Ferreira fut sauvé, mais sa voix ne serait peut-être plus la même, et pour le groupe, une blessure difficile à réparer. Le dos de ce chaos se trouvait une main silencieuse. Renato. Il avait préparé quelque chose en coulisses. Pas par cruauté aveugle, mais par un calcul où l'obsession prenait le pas sur l'humanité. Il avait glissé dans le container de la cuisine un petit paquet de poudre destiné à déclencher une crise. Il ne mesurait pas l'ampleur des conséquences. Il croyait, dans la logique tordue d'un homme qui a choisi la violence comme raccourci, que si Ferreira quittait la scène, la place serait vide, et il pourrait la prendre. Le geste était prémédité, réfléchi, enveloppé de rationalisation. C'est pour la musique, se disait-il, pour faire place à ce que je mérite. Il y avait aussi des ombres plus anciennes, des noms qu'on chuchotait avec peur. Le vieux du dépotoir, un homme qui tenait les enfants dans la misère et les échangeait contre de l'argent, ou pire, contre l'indifférence.
Là-bas, dans le dépotoir où les déchets trouvaient parfois des vies nouvelles, des enfants étaient exploités, vendus, oubliés. Marcelo, le nom du vieux n'était pas écrit nulle part, était un symbole de cette économie cruelle. On le craignait. On lui payait quelques billets pour faire disparaître un gosse, et en retour, il lui donnait des jours de silence. Personne ne parlait de lui ouvertement. Il vivait de transactions qui n'avaient pas besoin de signature. Ce sont ces fils qui entrecroisent les destins, la poudre de Renato, la main du dépotoir, la guitare d'Emmanuel, l'attente d'une foule. Un festival qui devait être une rampe de lancement pouvait devenir fossile d'échecs ou berceau d'une revanche. Après l'accident de Ferreira, la pression s'accrut. Les managers s'agitèrent. Henri Caguillard, promoteur influent, cherchait des têtes qui attireraient les médias. La réputation des cyclos était en jeu. Leur image dépendait d'une performance qui, d'un instant à l'autre, pouvait s'effondrer. Les exclamations se transformèrent en réunions de crise où l'on parlait en termes froids, contrat, garantie, argent. À l'extérieur, la foule commençait à se diviser entre panique et curiosité. Dans les coulisses, Renato s'enfonça dans son projet comme un homme creuse à main nue pour atteindre une veine. Il n'avait pas prévu qu'une simple réaction pourrait détruire quelque chose d'irremplaçable. Il ne savait pas que la voix d'un homme, même fragilisé, peut revenir plus forte et plus vraie après une épreuve. Il ne savait pas non plus que la musique ne se mesure pas seulement à la puissance d'un micro, mais à l'authenticité de l'âme qui respire derrière la parole. Mario observait la scène de loin, attrapant des bribes de son, lisant des visages, apprenant à décoder les émotions. Il avait vu Ferreira tomber. Il n'avait pas de backstage officiel. Il avait trouvé abri sous une bâche près des loges. Mais au milieu du tumulte, il y avait des gestes humains. Joao qui massait les tempes qu'un ami. Julia qui murmurait des ordres comme on prie. Et Bella qui, de l'autre côté, serrait la main de Mario comme si un contact pouvait les ancrer à la terre. Ils étaient tous interdépendants, cernés par une fragilité que les projecteurs ne révélaient jamais. La décision se prit dans un brouhaha et une précipitation que personne n'aurait choisi s'il avait eu le choix plus tôt. Il fallait que la soirée continue. Les techniciens regardèrent tour à tour la scène, la console de mixage, la fosse. Un micro restait disponible. Un morceau prévu pour donner sens à la nuit attendait un corps qui le porte. Les financiers voulaient une solution. Henrique pesait les risques. Les employés, fatigués et embarqués jusqu'au cou, souhaitaient éviter un scandale. Les réseaux sociaux commençaient déjà à pulser. Vidéos courtes, commentaires acerbes, rumeurs qui prennent la place du fait. Alors que tout semblait s'effondrer, un gamin se leva dans l'ombre. Il n'était pas sur la liste. Il n'avait pas de nom dans les dossiers de presse. Il avait des chaussures trop fines, un manteau rafistolé et des mains qui connaissaient le bois des guitares autant que la misère. Il s'approcha, parlant d'une voix qui tremblait, pas d'émotion théâtrale, mais d'une nécessité pure. Puis-je chanter pour un peu de nourriture ? La question n'était pas une protestation, ni une tentative de spectacle. C'était une vérité simple, posée devant des gens accrochés à l'idée qu'un festival sans tête d'affiche était un échec. Silence. La phrase s'écoula comme une goutte après la tempête, et certains rires nerveux s'élevèrent, réflexe humain devant une demande improbable. D'autres ressentaient la gêne crue. Comment dire non à un gosse affamé quand tout le monde cherchait une solution plus coûteuse ? Renato écouta, fronça les sourcils, jaugea, calcula. Joao se pencha, pris entre la compassion et la réalité nécessaire de la scène. Julia vit dans cet instant autre chose, une main tendue par la musique, peut-être le salut de la soirée. C'est ici qu'un petit geste, presque rituel, apparut. Bella prit Mario par le bras et lui souffla des choses qu'on ne dit qu'aux amitiés forgées dans l'urgence. « Chante. Montre-leur pourquoi tu n'es pas invisible. » Son souffle était une petite flamme. Mario sentit le poids des regards, et avec lui une chaleur montante, pas celle de la peur, mais celle d'une détermination qui n'a pas besoin d'être grande pour être suffisante. Avant que la décision finale ne soit prise, un rappel discret. Si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner. Une petite aide pour que des récits comme celui-ci trouvent d'autres oreilles. Mais ensuite, place au silence. On accepta, pas comme un cadeau, mais comme une chance et une nécessité. Les responsables donnèrent le feu vert, d'abord sceptiques, puis mus par l'urgence. Monter sur scène n'était pas un jeu, c'était un saut dans le vide qu'on offrait à un enfant. Mario sentit son cœur tambouriner contre ses côtes comme une caisse claire. Il ferma les yeux un instant, et la petite boutique d'Emmanuel passa devant lui comme un film. Le bois poli, la main qui tend la guitare, les doigts qui apprennent à sentir l'espace entre les notes. Ce furent des souvenirs qui n'avaient rien d'héroïque, seulement la vérité d'une jeunesse façonnée par la nécessité et l'amour fragmentaire d'une amie qui ne le laisserait pas tomber. Dans la loge, les artistes préparèrent leur entrée. Renato, silencieux, regardait l'enjeu avec des yeux qui mélangeaient du mépris et une peur mal dissimulée. Il avait parié sur la disparition de Ferreira. Il n'avait pas parié sur l'apparition d'un petit inconnu qui pouvait, en un battement, atténuer sa propre ambition. Pour lui, cette scène pouvait être une humiliation supplémentaire, ou l'orgueil qui le rongeait pourrait le pousser à un geste plus sombre. Pendant ce temps, Mario fit ce qu'il savait faire. Il prit la guitare, posa ses doigts sur les cordes
et sentit comme une respiration commune s'établit entre son corps et l'instrument. Ses mains racontaient une histoire de survie, accords rustiques mais justes, phrasés qui venaient d'un apprentissage instinctif, d'une oreille qui avait entendu des dizaines de mélodies sous des toits de fortune. Dans cette préparation, il n'y avait pas d'artifice. Il n'avait pas appris à jouer pour les projecteurs, il avait appris à jouer pour tenir. Et maintenant, pour la première fois, ce qui le faisait tenir allait se montrer au monde. La tension monta à mesure que la porte menant à la scène se rapprochait. Les rugissements de la foule devenaient une muraille sonore qu'il fallait traverser. Zhuang posa une main sur son épaule, geste simple et rassurant. Julia offrit un sourire bref, à la fois encourageant et chargé d'une responsabilité accrue, parce qu'en acceptant que ce gamin monte, ils acceptaient aussi toutes les conséquences possibles. Henrik, depuis la régie, fit un signe appuyé. C'était le dernier feu vert. Mario inspira. Sa mémoire remonta à des images anciennes, des mots échangés de façon trop sèche, des mains qui ne caressaient pas mais pressaient, un homme au dépotoir qui avait regardé un enfant comme on regarde un objet à vendre. Il poussa ces images au fond pour laisser place à une seule pensée claire, chanter, pour sa part, pour Bella, pour Emmanuel qui avait cru en lui. La guitare contre sa poitrine était comme un talisman. Puis la lumière s'ouvrit et la scène devint une île. Les projecteurs, d'abord aveuglants, cherchèrent leur angle. Les sons de la régie firent place à quelque chose d'inattendu, un silence net, presque irréel. La foule sentit l'absence d'un leader et se tendit, curieuse. On entendait désormais la respiration collective de milliers de personnes. Il n'y avait plus que lui. Mario, un instant, devint la trame sur laquelle la nuit allait se broder. Il posa son doigt sur la première corde. Le monde suspendit son souffle. L'instant était tout sauf une promesse. C'était un pari incertain, une supplique transformée en acte. Et dans les coulisses, là où les enjeux invisibles se propageaient, Renato observa comme si on lui avait mis la main au cœur. Sa mâchoire se contracta. Il choisit un masque froid, l'indifférence d'un homme sûr de ses moyens, mais ses mains trahirent la nervosité. Ce micro, ce gamin, cette foule, il voyait ses années d'efforts balayées par un geste qu'il n'avait pas planifié. Il se résolut à attendre et à voir. Sa colère ne s'apaisait pas, elle mûrissait. La première note pourtant n'était pas encore sortie. Le moment qui suivrait déciderait d'un basculement. Soit la chanson emmènerait la foule, soit elle la laisserait plus froide qu'elle n'était. Les conséquences, pour chacun, allaient bien au-delà d'une simple soirée. Pour Mario, c'était peut-être l'aube d'une vie différente. Pour Renato, c'était l'ultime fil d'une rancœur qui pouvait le consumer. Pour Ferreira, la blessure physique ne faisait que commencer d'être pesée par la peur de ne plus jamais retrouver sa voix. Pour Bella, c'était un risque à prendre pour sauver celui qu'elle aimait, pas en amour, mais en veille solidaire. La main de Mario se posa enfin sur la corde. Les doigts tremblaient, mais avec eux, la certitude d'une mémoire. Chaque accord appelé, chaque silence compris. Les gradins retenirent leur souffle, et dans ce souffle, les petites histoires de la ville palpitèrent, celles des enfants qui dorment sur les trottoirs, celles des propriétaires de boutiques qui donnent sans attendre de retour, celles des jalousies qui créent des drames. Le festival tout entier était devenu un théâtre où se croisaient des destins jusque-là séparés. La scène attendait la première phrase. Le moment approchait. Les lèvres de Mario s'ébauchèrent. La nuit, la foule, la musique, tout semblait concentré à un point unique, vibrant et fragile. Alors que ses doigts caressaient la corde, un petit geste fit vaciller l'équilibre. Quelqu'un, dans l'ombre, retira discrètement un sachet destiné à révéler une vérité qui n'avait pas encore trouvé son heure. Mais cette révélation, comme tout ce qui pouvait briser ou réparer, devait encore attendre son moment. Le cœur de Mario battait vite, mais une tranquillité inattendue l'accompagnait. Il sentit la main de Bella serrer la sienne à travers le tissu, un contact furtif qui disait « Vas-y ». Puis, il chuchota à peine, pour lui-même autant que pour la nuit. Puis-je chanter pour un peu de nourriture ? La phrase, répétée cette fois comme un défi adressé au monde entier, trouva sa réponse dans un murmure de la foule. Il posa le médiateur sur la corde, inspira, et la première note s'éleva. La première note s'éleva, et d'un coup, le monde sembla retenir son souffle. Ce n'était pas une prouesse technique, pas un solo étudié, c'était une note tirée d'un coin de douleur et de patience, une note qui portait le goût de la faim et la mémoire humide des nuits froides. Elle trembla dans l'air comme une lampe vacillante, puis trouva son assise, l'une après l'autre, jusqu'à former une phrase simple et profonde. Au début, la foule ne sut quoi en faire. Les murmures s'éteignirent, happés par quelque chose de plus honnête qu'elle n'avait entendu ce soir-là. Les visages se tournèrent, cherchant la source. Certaines personnes, venues pour un spectacle, sourirent d'un intérêt policé, d'autres,
pressés par la vie, se figèrent. Dans les loges, derrière les rideaux, des hommes habitués au feu se mirent à retenir la respiration, comme si la chanson pouvait, par miracle, réparer les fissures visibles d'un groupe qui luttait pour subsister. La première strophe arriva comme une confidence. Les mots n'étaient pas sophistiqués, ils étaient plutôt la langue d'un enfant qui apprit la solitude et qui transformait cette solitude en mélodie. Il chantait des images, des matins à la lumière blafarde, des cartons posés pour oreiller, des mains tendues qui parfois rendaient la monnaie d'un sourire. Il parlait d'une guitare donnée, de la boutique d'Emmanuel et d'une fille aux yeux décidés qui lui avait appris à ne pas disparaître. Sa voix était rugueuse, marquée par le froid et par des nuits sans protection, mais chaque inflexion portait ce qu'on appelle la vérité, l'absence de pause. À mesure que la chanson progressait, quelque chose se produisit. Le son finit par remplir les zones vides entre les corps. Il fit taire les guilléphones, les conversations, les ricanements incrédules. Les notes glissèrent, simples, et pourtant elles emportèrent une foule entière. Les gradins, d'habitude pleins de bruits parasites, se transformèrent en un seul organisme attentif. Des mains se posèrent sur des cœurs, des larmes naquirent au coin d'yeux qui n'avaient jamais pleuré pour un inconnu. Le micro, qui quelques minutes auparavant devait être le trône d'un leader, se trouva adossé à une fragilité puissante. Dans la régie, Enrique sentit la chair d'oignon se hérisser sur ses bras. C'était bon pour les images, pensa-t-il, mais plus que cela, c'était vrai. Les caméras, captant cet instant en direct, rapprochèrent le visage de Mario d'écran qui n'avait pas encore appris son nom. Les petites vidéos déjà commencèrent à naître, mains tremblantes filmant l'usage maigre, des mains plus grandes qui ne cachaient pas l'émerveillement. Sur les réseaux, des notifications jaillirent, le mot-clé garçon passa de périphérie à centre. Les internautes, friands de récits d'ascension, trouvèrent dans cette voix quelque chose qui n'était ni une stratégie, ni une pause, un miracle sans artifice. Sur scène, les membres du groupe se regardèrent, interdits. Jouan, les doigts encore posés sur sa basse, sentit les taux du doute se desserrer. Julia, qui avait administré le rythme du groupe pendant des années, laissa une larme discrète glisser. Même Ferreira, encore pâle et affaibli dans sa loge, avait envoyé un signe annonçant qu'il regardait, invisible mais présent par la pensée. Renato, lui, était comme frappé d'une stupeur mauvaise. L'effet n'était pas ce qu'il avait espéré. Il n'avait imaginé que le public s'émerveillerait d'un gamin affamé et certainement pas qu'il lui offrirait le cœur de la scène. La deuxième strophe monta et avec elle l'intensité. Mario utilisait la guitare non pas comme un instrument de virtuosité, mais comme un langage familier. Il caressait les cordes, les laissait respirer, s'appuyait sur elles pour tenir l'émotion. Sa voix changeait de timbre, passant d'un chuchotement à un élan qui soulevait la poitrine des plus loin. Les refrains, simples et répétitifs, s'inscrivaient comme des incantations. « Ne me laissez pas mourir dans l'ombre », chantait-il. Puis encore « Laissez-moi une place, juste une place ». Ce refrain, pâte de phrases nettes et directes, devint un pont qui liait la scène à la foule. C'est alors que la lumière, bêtement, révéla plus qu'une silhouette. Un coin de peau exposé par un manteau mal boutonné laissa apparaître une marque, un petit demi-cercle pâle près de l'épaule gauche, à peine visible malgré les projecteurs. Julia, qui avait l'œil d'une mère malgré les années de scène, s'arrêta d'un coup. Ce demi-cercle lui rappelait quelque chose qu'aucune statistique ne lui avait appris, la naissance de son fils, la marque particulière qu'il portait depuis sa naissance, la façon dont elle avait tenu ce petit corps entre ses bras en se jurant un avenir meilleur. Elle ne sut d'abord si son esprit lui jouait des tours, puis elle se souvint, avec une précision qui fit vaciller sa logique, la forme exacte de ce signe, la localisation précise. Ferreira, quant à lui, se tenait à l'écart, soutenu par les techniciens, mais ses oreilles, toujours alertes, perçurent un fragment de mélodie qu'il avait lui-même chanté à un nourrisson il y a des années. La tonique, un petit passage d'une chanson qu'il fredonnait à sa femme lors de tournées, surgit dans le phrasé de Mario, presque imperceptible. C'était un riant souvenir, une couture intime. Comment un enfant qui n'avait pas connu la chaleur d'un foyer aurait-il pu apprendre ce passage ? Les deux se regardèrent, Julien et Ferreira, leurs regards s'entremêlant sur la scène comme deux filets qui tirent au même point. Dans la fosse, une jeune journaliste, postée près de la régie, captura un gros plan. Sa caméra, destinée à un reportage de quelques lignes, prit une décision intuitive, zoomer sur la marque. Le reportage, quelques minutes plus tard, montrait la marque en pause, nettement visible. Cette image, enregistrée et diffusée, venait de sceller une première preuve que quelque chose de plus grand se jouait qu'une simple performance. Les réseaux, avides d'indices, se métamorphosaient encore, et des dizaines de doigts commencèrent à taper des hypothèses. Au même moment, Renato, incapable de rester immobile face à la scène et à ce qui se passait, tenta un geste mesquin. Il bougea comme pour récupérer quelque chose d'un peu plus loin, peut-être un micro de secours, peut-être une poignée de pouvoir, mais dans la précipitation, il manqua son pas. Joao, alerté, bondit vers lui, moins pour la violence que pour la sécurité. Le geste semblait bien un sincère, un réflexe, mais quand Renato se débattit, quelque chose glissa de sa poche et tomba au sol sans bruit, un petit sachet blanc presque anodin. Le sachet, à la lumière tamisée des courisses, parut banal.
Les micros captèrent le bruit mat d'un élément tombant, un souffle de panique que personne ne sut immédiatement interpréter. Mario continuait de chanter, ignorant la bulle de danger qui se formait près des instruments. Sa voix s'étirait, atteint des notes que personne n'attendait d'un corps qui n'avait pas connu l'entraînement officiel. Il finirait par mettre la main sur ce qu'il chantait. Non une vengeance, mais l'idée que les petites choses, partagées, changeaient la vie. La foule, jusque-là suspendue, se trouva peu à peu prise dans une montée, des smartphones levés, des larmes et des sourires mêlés. Quelques-uns hurlaient des encouragements, d'autres pleuraient. C'est alors que la scène éclata d'une autre nature de bruit. Un cri, bref, provenant du bord du plateau. Julia se leva, brisant le charme, appela le nom de l'enfant, puis, après un battement, descendit en courant de scène comme si la réponse qu'elle cherchait ne pouvait plus attendre. La caméra la suivit, avalant les centimètres sur lesquels elle bondissait, et, en la rejoignant juste à temps, on vit son visage se saisir d'une vérité qui bouleversa. Elle s'agenouilla devant Mario, qui avait fini de jouer la dernière note, et qui, surpris par l'éruption, la regarda. Les projecteurs peignaient leur rencontre dans une lumière presque sacrée. Elle posa la main sur le demi-cercle, comme pour confirmer qu'il était réel. Son toucher fut une reconnaissance. À côté, Ferreira, soutenu par Joao, avança lentement, le souffle court, comme s'il tentait de raccommoder une histoire éparpillée depuis 10 années. Quand il posa ses doigts sur la marque, sa face se plissa, non de colère, mais d'une émotion si pure qu'il lui fallut un instant pour la nommer. Les mots vinrent alors, maladroits, brisés par l'intensité. « Mario » murmura Ferreira, la voix fragile d'un homme qui avait pris des années pour apprendre à être père. Les souvenirs se révélèrent, éclatant en images. Une petite chambre d'hôpital, une brève séparation, des menaces de la nuit qui avaient arraché un enfant à ses parents. La salle tout entière retint un souffle, comme si la mise à nu d'une histoire personnelle devenait subitement la propriété publique. Renato profita de la bousculade pour tenter quelque chose de plus désespéré. Peut-être voulait-il détruire la preuve, peut-être voulait-il voler l'instant. Il se précipita pour attraper ce qui restait à portée, espérant retrouver quelque chose à cacher. Dans sa hâte, il marcha sur le micro posé au sol, provoquant un vacarme et un choc. Joao, déjà sur lui pour le canaliser, sentit la bagarre monter d'un cran. Les deux hommes roulèrent au bas de la scène, une lutte embrouillée qui fit vaciller quelques câbles. Dans la mêlée, Renato lâcha un autre objet, cette fois un repli de papier froissé. Quelqu'un sur le côté, attentif, le remarqua et le ramassa instinctivement. C'était un reçu, un échange, un billet avec un nom, une somme et une date. La police, présente en nombre discret dans la fosse à cause du grand événement, reconnut aussitôt que ce bout de papier n'était pas banal. La scène, déjà lourde de révélations, commença à brouiller les lignes. Les caméras, qui n'avaient jamais filmé une lutte entre deux membres d'un même groupe sur un festival important, braquèrent leurs objectifs. Les images allèrent en direct sur des écrans qui, en quelques instants, montrèrent un visage de honte, une main qui tenait un reçu, un homme au sol et un enfant au milieu de tout cela, plus fragile que jamais. Les mots « arrestation »,« preuve »,« trafic » commencèrent à circuler dans des messages, tandis que des techniciens, haletant, appelaient la sécurité. Enrique, depuis la régie, ordonna d'arrêter le spectacle. Il y avait urgence, mais il y avait aussi le besoin de ne pas transformer l'affrontement en lynchage public. On coupa les retours son, mais on garda la scène en plan. La police, plus visible désormais, avança. 2 agents s'emparèrent de Renato, main ménotée, tandis que d'autres fouillèrent la poche d'où provenait le sachet. La découverte fut factuelle. Une poudre blanche, et plus loin, un flacon vide d'un anti-allergique. Le doute se mua en une accusation, et l'accusation en arrestation. Face au tumulte, Marcelo, le vieil homme du dépotoir, fut identifié par un témoin surprise, un ancien employé qui avait vu des échanges étranges. Il fut traqué à travers des appels et des vérifications. On retrouva son adresse approximative, et peu après, les autorités firent un contrôle au dépotoir. Là-bas, à la lisière des déchets, des enfants au visage sale et au regard hagard trouvèrent des personnes qui ne leur promettaient pas de l'argent, mais un avenir. Des travailleurs sociaux, des policiers et des membres de la production. Les images de ces enfants, serrés les uns aux autres, firent naître un murmure de honte parmi ceux qui découvraient l'étendue du mal. Ce soir-là, plusieurs arrestations furent opérées. Renato fut mis en détention pour tentative d'empoisonnement et complicité de vente d'enfants. Marcelo fut appréhendé pour recel et exploitation d'enfants. Les médias, qui jusqu'ici n'avaient fait que filmer un festival, se retrouvèrent propulsés au cœur d'un dossier criminel. Les réactions publiques, rapides et violentes, oscillèrent entre colère et soulagement. Les responsables étaient pour la plupart identifiés, les enfants étaient enfin sortis de l'ombre. Pendant que la justice commençait à faire son travail, une autre vérité se tissait, la reconnaissance. Julia s'assit près de Mario, le visage tremblant, et laissa parler ses mains.
Elle lui raconta, à voix basse et sans théâtre, des bribes de l'enfance perdue. Un berceau bleu, une chanson que son père fredonnait, une photo qu'elle gardait dans un vieux carnet. Ferreira, désormais appuyé sur une chaise, fredonna lui-même quelques notes, comme pour que la mélodie, une fois de plus, pose un pont entre eux. Mario, qui avait grandi sans savoir d'où il venait, sentit un vide se combler. Les souvenirs qu'il avait, si fragiles, comme l'image d'une main caressant un front, trouvèrent des échos chez ces deux adultes qui lui proposaient plus que des explications. Ils lui proposaient une place. La reconnaissance officielle arriva quelques jours plus tard. Des archives d'hôpitaux, une photo noircie et une carte d'identité retrouvée dans la poche d'un manteau ancien de Ferreira permirent d'établir l'identité. La marque, la mélodie et ces documents suffirent pour une annonce officielle. Mario était le fils disparu de Ferreira et Julia. La nouvelle, devenue virale, entraîna un flot d'émotions contradictoires. Pour certains, c'était une histoire fabriquée par hasard. Pour d'autres, c'était le triomphe d'une vérité qui avait été étouffée par l'argent et la soif de pouvoir. Le procès fut long et médiatisé. Renato, confronté aux preuves, vidéos, reçus et témoignages, protestait, cherchait à se défendre par la jalousie et la pression. Mais le système, cette fois, tint. La société ne pouvait tolérer que l'ambition soit une justification pour des actes qui volaient l'avenir d'un enfant. Marcelo, le paille du liche, dévoila sous interrogatoire les mécanismes de son commerce, des échanges contre de l'argent, des signatures effacées, des promesses non tenues aux familles. Les peines furent prononcées en conformité avec les lois et la réparation juridique commençait à suivre la révélation morale. Mais si la justice formait un cadre, la reconstruction fut un travail plus intime, plus lent. Mario, placé d'abord sous protection, fut entouré par des thérapeutes, des travailleurs sociaux et la patience obstinée d'une femme qui portait maintenant son nom. Jules, qui avait géré tant d'années sur scène sans se permettre de guérir, prit un congé pour apprendre à être parent. Les petites choses, comme apprendre à préparer un repas ensemble, à jouer au marché, à lire une histoire avant de dormir, devinrent autant d'exercices de reconstruction. Bella, qui avait été sa complice depuis l'enfance, fut accueillie sans condition, et la discussion sur son adoption se déploya naturellement, comme la reconnaissance d'une famille qui existait déjà par le cœur. La bande, cycleuse du vent, passa par un moment de turbulence. Les places au sein du groupe se réarrangèrent. Renato était parti pour répondre devant la justice, Ferreira se remit lentement et les membres durent réapprendre à jouer ensemble sans la fracture. Mais paradoxalement, cette épreuve cimenta leurs liens. La colère se mua en énergie créatrice. Ensemble, ils écrivaient des chansons qui parlaient moins de la gloire que de la responsabilité. Ils enregistrèrent un album où la voix de Mario se mêlait aux guitares, comme si la musique adoucissait les bords de l'histoire et donnait une voix aux enfants dont la peur avait été étouffée. Henrique, qui avait observé la scène et la potentialité médiatique de cette histoire, proposa un contrat. Mais ce contrat n'était pas ce qu'il avait d'abord imaginé dans sa logique commerciale froide. Il vint accompagné d'une condition morale. Il proposa de financer une tournée et un enregistrement, à condition que la formation mette en place, avec lui, une structure pérenne, un fonds destiné à créer un refuge pour enfants du dépotoir, un lieu sécurisé où on pourrait offrir éducation, accompagnement psychologique et perspectives professionnelles à ceux qui, comme Mario et Bella, avaient été arrachés à la normalité. La presse se fit l'écho de cette alliance, certains sceptiques la qualifiant de stratégie, d'autres y voyant enfin une opportunité concrète de changer des vies. La décision fut collectivement prise. La musique, désormais, serait plus qu'une scène. Les bénéfices du premier single furent réservés au financement du refuge. Emmanuel fit partie du projet, apportant non seulement des instruments, mais aussi l'idée que la musique pouvait être enseignée gratuitement aux enfants en réhabilitation. Jouan et Julia s'investirent à temps partiel, tandis que Ferreira prit le rôle de porte-parole dans les campagnes de sensibilisation. Mario, toujours fragile mais fort d'une volonté intacte, participa aux ateliers de création, avec la certitude qu'il ne voulait plus jamais se sentir invisible. Le refuge prit forme dans un ancien entrepôt réaménagé, non loin de la boutique d'Emmanuel. Les pièces, d'abord vides, se remplirent de lits, de livres, de tablets et surtout d'enseignants qui, chaque matin, accueillaient des enfants avec la routine d'une vie ordinaire. On y pratiquait la musique, certes, mais aussi la cuisine collective, l'apprentissage scolaire, la thérapie de groupe et la remise en confiance. Les rires reprirent un peu de place, parfois surprenants, parfois lourds de larmes encore présentes. La transformation ne se fit pas en un jour, elle se fit en actes répétés. Les anciens délégués de la rue, désormais formateurs, aidaient à instaurer une confiance nouvelle. Enrique finança partiellement le lieu, oui, mais il s'entoura d'une équipe indépendante pour garantir la transparence. Pendant ce temps, la carrière de Mario se développa d'une manière que personne n'avait prédite. Il grava un premier single, sobre et direct, qui parlait de l'enfance volée et du goût du pain. La critique, touchée, qualifia sa voix d'authentique, d'utile, de salvatrice. Les ventes permirent d'alimenter le refuge. Les concerts donnés en salle, plus modestes que ceux des grandes maisons, avaient pourtant une portée symbolique.
Il rassemblait des gens qui avaient transformé leur émotion en action. Les tournées les conduisaient parfois dans des villes où l'on découvrit des réalités similaires au dépotoir d'où il venait. Là, Mario racontait son histoire sans prétention, parlait de l'importance d'offrir une chance, et rarement, au moment opportun, jouait la chanson qui avait fait basculer sa vie. Les applaudissements, autrefois signe de réussite, devinrent désormais une manière collective de reconnaître une responsabilité partagée. Les recettes, les dons et la visibilité permirent d'ouvrir des antennes du refuge ailleurs, et la petite boutique d'Emmanuel devint l'un des points d'accueil pour les premières leçons de guitare. Renato purga sa peine. Son procès fut suivi et commenté. Il expliqua, sans excuse convaincante, qu'il avait laissé la jalousie le dévorer. Pour certains, sa peine semblait trop courte, pour d'autres, elle fut un temps pour réfléchir. Il accepta les conséquences de ses actes, et une fois sorti, on le vit s'efforcer de reconstruire sa vie loin du monde qu'il avait trahi. La société, dans sa fragilité, permet parfois la réintégration si l'homme montre un réel désir de changement. Marcelo, quant à lui, disparut des captures médiatiques, jugé et condamné. Son réseau fut démantelé et les enfants furent rendus à des structures légales. Les années passèrent, et avec le temps, la ville changea. Les anciens coins sombres furent transformés en places de marché, des programmes sociaux s'installèrent, et la musique devint un élément central de la régénération urbaine. Les récits qui avaient commencé sur une scène devinrent matière pédagogique. On enseignait dans des écoles comment détecter les signes d'exploitation, comment alerter, comment protéger. Des lois furent discutées, des fonds furent alloués, et la question du dépotoir comme outil d'exploitation fut traitée avec plus d'égard. Pour Mario, la vie fut un apprentissage constant. Il garda l'humilité de celui qui sait d'où il vient. Il perdit parfois le fil, ressentit des accès de colère contre l'injustice subie, souffrit encore des cauchemars, mais il trouva un équilibre grâce à la proximité d'une famille qui avait appris à l'aimer. Bella entra dans une nouvelle vie, accepta une identité plus stable et fréquenta l'école. Parfois, le soir, elle et Mario reprenaient les mêmes chansons, comme pour sceller un trésor qui leur appartenait. Emmanuel, fier, regardait les enfants apprendre à accorder une guitare, comme un père qui lit un arbre grandir. La bande, Cyclose du vent, gagna une nouvelle forme. Leur musique désormais était bâtie sur cette histoire, sur un garçon qui avait demandé, par humilité, puis chanté pour un peu de nourriture, et qui, par cette question, avait offert au monde quelque chose d'imprévu. Ils écrivirent des albums, firent tourner des concerts solidaires, et mirent en place des ateliers pour l'éducation musicale dans les quartiers les plus démunis. Leur réputation ne venait plus seulement de la virtuosité, mais d'une responsabilité assumée. L'épaisseur du temps permit des gestes symboliques. Une plaque à l'entrée du refuge rendit hommage au nom de ceux qui avaient aidé. Un hommage discret fut donné à Emmanuel pour sa générosité initiale. Les enfants qui avaient autrefois ramassé des bouteilles sous la pluie devinrent des jardiniers, des musiciens et parfois des enseignants. Certains artistes, émus, firent des dons, d'autres, moins nombreux, parlèrent d'exploitation médiatique, dénonçant la tendance à transformer la douleur en spectacle. Le débat fit rage, comme il se doit, mais la vie, dans sa marche, trouva des voies qui évitaient la stérilité du discours, des actes concrets, des lits, des cours, des repas. Les années suivantes, un grand concert réunit la bande, Enrique, Emmanuel, les enfants du refuge et une foule nombreuse. Ce soir-là, Mario, devenu plus grand, monta sur une scène plus vaste, non pas pour la célébrité, mais pour rendre ce qu'il avait reçu. Il présenta Bella, qui joua un morceau à ses côtés, et invitait les anciens camarades du dépotoir à jouer une note sur scène, à témoigner. Les lumières baignèrent la salle d'une tendresse que l'argent ne peut acheter. À la fin de ce concert, alors que les projecteurs s'atténuaient, Ferreira prit le micro. Sa voix, autrefois ravagée par la peur de ne plus être lui-même, s'était raffermie. Il raconta brièvement, sans pathos, la nuit où tout avait basculé. Il parla de la petite voix qui avait demandé « puis-je chanter pour un peu de nourriture ?» comme d'un appel qui avait permis à des vies de changer. Il parla de responsabilité, de réparation, et de musique comme un langage qui parfois, simplement, tend à réparer. La foule applaudit longtemps. Ce soir-là, l'ovation ne célébrait pas une performance technique, mais la force d'une transformation collective. Mario, debout aux côtés de sa famille retrouvée, sentit un vertige bon et lourd. Il avait résisté à l'effacement. Il avait gagné plus qu'une carrière. Il avait appris à porter une histoire pour la rendre utile. Les dernières images que la narration garde sont des gestes simples. Mario, quelques années plus tard, dans une petite salle d'enfants, montrant comment accorder une guitare à un garçon qui, autrefois, aurait vécu dans la rue. Bella tente un sandwich à une fillette qui rit. Emmanuel, qui a les mains tachées de vernis de luthier, sourit. Jouant, fidèle, met la basse dans une salle où la musique résonne sans l'ombre d'une ardeur égoïste. Julia et Ferreira, plus apaisés, regardent la scène familiale qu'ils avaient cru perdre. La musique, qui avait été la langue d'une survie, était devenue l'outil d'une reconstruction. La demande, si simple au départ, puis chanter pour un peu de nourriture, s'était transformée en une question qui avait fait basculer des cœurs et des lois. Elle avait rappelé au monde que parfois une voix, même fragile, peut entraîner une marée de compassion. Si cette histoire vous a touché,
partagez-la avec quelqu'un qui croit au pouvoir des secondes chances.